C'est un bonheur de vous retrouver sur les antennes de Business 24 Africa. Bien le bonjour à vous et bienvenue à Business Matin. Nous vous laissons le temps d'un répit et ce avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons sur ce plateau un invité et un nom des moindres. Il s'agit donc de monsieur Isaac Tagro. Il est donc doctorant en droit privé et par ailleurs spécialiste du droit du travail. Bien le bonjour à vous. Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va très bien, ça se voit, non? Oui, ça se voit. Ah mais Dieu merci. Tout de suite, avant de mettre le pied dans le plat, il sera intéressant de bien dresser les choses et ce en ayant l'historique de la loi du travail. Ok. Merci mademoiselle. Il faudrait parler déjà de, non pas de loi du travail, mais de droit du travail. D'accord. Et il faudrait dire que le droit du travail ivoirien, dans ses origines, est fortement lié à l'histoire coloniale et donc au régime colonial français. D'accord. Et donc pour faire l'économie de toute cette période-là, on va dire que le droit du travail ivoirien est subdivisé en deux périodes. Ça va. Une première période qui part des origines de la colonisation, d'accord, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, d'accord, la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, qu'on pourrait intituler les heures sombres du droit du travail ivoirien, qui était marquée par une réalité assez difficile pour les travailleurs. Nous avons connu l'esclavage, nous avons aussi connu le travail forcé, d'accord, l'esclavage qui a eu lieu jusqu'en 1848 et qui a été remplacé par un succès d'année, le travail forcé, qui a été aboli fort heureusement en 1949 par une loi du 11 avril 1949, dite loi Houphouët-Boigny justement, d'accord. Voilà. Et cette période-là était une période qui était marquée par une négation des droits du travailleur. Vous parlez tout à l'heure de sécurité, de santé au travail. Ces droits-là leur étaient déniés complètement. Aucune intégrité, aucun droit à l'intégrité corporelle, aucun droit à l'intégrité physique, donc à l'intégrité mentale, psychologique, pas de droit de congé, etc., etc. Vous comprenez? Et après cette première période-là, nous avons eu la seconde période qui part donc d'après les années 1945 jusqu'à nos jours. Et là, nous avons une succession de textes, d'accord. Nous avons eu d'abord les textes, le Code du travail des territoires d'outre-mer, d'accord, qui date d'une loi de 1952, d'accord. Et après le Code du travail d'outre-mer, nous avons eu, sous l'impulsion de l'Organisation internationale du travail, justement, des dispositions qui ont été prises par les États en vue d'améliorer la condition des travailleurs. Et en 1964, donc postérieurement aux indépendances en Côte d'Ivoire, nous avons eu le premier Code du travail, ça va, qui a été remplacé par un deuxième Code du travail en 1995. Puis tout récemment, le 20 juillet 2015, nous avons eu un Code du travail, le code du travail qui est en vigueur présentement. Très bien, ça fait beaucoup tout ça. Oui, sans vouloir vous interrompre tout en le faisant, je voudrais ajouter que le droit du travail ivoirien n'est pas constitué que de ce Code du travail que nous avons, d'accord. Nous avons aussi des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail, dont vous parliez tantôt. Nous avons la Constitution ivoirienne au niveau interne, qui est une source de droit du travail, qui garantit certaines libertés, telles que la liberté syndicale, etc. Nous avons ce qu'on appelle des conventions collectives, qui sont des accords entre les employeurs et les employés, d'accord, pour régir une branche d'activité, pour régir un secteur d'activité donné. D'accord. Et il y a des sources plus marginales comme le contrat de travail en tant que tel, les usages, n'est-ce pas, et le règlement intérieur édicté par le chef d'entreprise. Donc et il y a également les interventions des États qui sont matérialisées dans ce qu'on appelle des décrets. Donc dans notre Code du travail, vous avez par exemple la partie législative qui est le Code du travail et la partie réglementaire qui est un ensemble de décrets qui consacre l'interventionnisme législatif réglementaire de l'État pour protéger les employés. Donc disons que c'est un point d'intersection entre plusieurs conventions, droits et autres législations. Effectivement, c'est-à-dire que on ne perd pas une réalité de vue. C'est que le droit du travail, il s'agit d'un employeur qui est propriétaire des moyens de production et qui dit j'organise mon activité.
Très bien. Et donc, c'est un contrat entre des personnes de droit privé. Ce sont donc ces personnes qui vont négocier les termes de leur accord. Mais il se trouve qu'en droit du travail, l'État est apparu, d'ailleurs cela est apparu, je ne veux pas revenir sur la conception marxiste, etc., mais il est apparu que la classe ouvrière était marginalisée, d'autant plus qu'elle était dans un lien de dépendance, de dépendance économique vis-à-vis de l'employeur. Et donc l'État, n'est-ce pas, a procédé à des réglementations minimales. Nous parlons ici par exemple du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est de 60 000 francs en Côte d'Ivoire, au Gabon par exemple de 150 000 francs, qui varie d'un État à un autre. Donc l'État intervient par ce minimum-là pour protéger les employés. On parle de congés payés, etc., etc. Très bien, nous allons essayer de nous appesantir sur les mots rencontrés dans le cadre du travail, notamment sur la question de l'accident de travail. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Merci de me poser la question. Je vous en prie. L'accident de travail est défini par l'article 66 du Code de la prévoyance sociale, d'accord, en ses alinéas 1 et 2. On pourrait parler d'accident de travail à proprement dit. Vous avez l'accident qui survient, d'accord, à l'exécution d'une convention ou d'une prestation de travail ou qui est le fait même de cette prestation de travail. Vous comprenez? Voilà, c'est cela l'accident de travail à proprement dit. Mais l'article 66 alinéa 2 assimile aux accidents de travail l'accident qui survient alors que l'employé est sur le trajet depuis sa résidence jusqu'à son lieu, jusqu'au lieu d'exécution de sa prestation de travail. Et de même que lorsqu'il fait le chemin inverse. D'accord. À condition que le trajet ne soit pas modifié pour des raisons dictées par un intérêt mobile personnel. Mais comment justement juger du fait que le trajet a été modifié pour des intérêts personnels? Oui, écoutez, ce sont des questions de fond qui relèvent de l'appréciation de ce qu'on appelle les juges de fond. Nous disons en droit actori in cubit probatio, c'est-à-dire si vous, en tant qu'employeur, vous estimez que ce n'est pas un accident de travail parce qu'il a dévié du trajet, n'est-ce pas, du trajet originaire, c'est-à-dire du trajet du lieu de travail jusqu'à sa résidence, vous n'avez qu'à le prouver. Par exemple, en prouvant qu'il habite d'un point A à un point B, donc il n'avait pas à se retrouver, par exemple, au point F. Voilà, d'accord, donc c'est beaucoup d'interventions judiciaires et tout. Oui. Mais je voudrais quand même ajouter que aux accidents de travail, on ajoute également les accidents qui surviennent lors des voyages supportés par les employeurs. Très bien, lors des missions. Voilà, exactement. Très bien. Alors, quelles sont les dispositions prises par la loi du travail, sinon le droit du travail ivoirien, pour assurer à chaque employé, ou même employeur, mais surtout à chaque employé, la santé et la sécurité? Vous en riez certainement parce qu'il y a quand même quelque chose à ressortir. Le droit du travail protège plus particulièrement les employés, n'est-ce pas? Oui. C'est le leitmotiv, c'est la ligne motrice du droit du travail, la protection de l'employé, qui est dans une situation, je le rappelle, de dépendance économique vis-à-vis de l'employeur, donc de subordination. On parlera certainement du contrat de travail en tant que tel. Il est caractérisé par la subordination de l'employé. Et donc, c'est la raison fondamentale, la quintessence même du droit du travail, c'est de protéger l'employé. Mais pourtant, l'employeur peut aussi être victime de ses employés. Hein? Oui, en fait, je souris parce que j'ai des exemples de jurisprudence qui sont, bon, comme c'est des anecdotes dont on ne va pas parler ici. Mais effectivement, il y a des prises d'otages, voilà, il peut y avoir des incidents sur mais par exemple, l'absentéisme même de l'employé, ça peut être, je veux dire, une gangrène pour l'employeur. Mais je veux dire que l'employeur n'est pas laissé pour compte non plus. Il a la possibilité de rompre le contrat de travail. Il a la possibilité de rompre le contrat de travail. C'est-à-dire s'il estime qu'il y a une raison suffisante, une faute de l'employé par exemple, ou tout autre motif, ça peut être un licenciement pour motif économique, etc. Mais s'il estime qu'il a une raison, il peut licencier l'employé. Mais on part peut-être, le législateur avait à l'esprit cette maxime de Montesquieu qui dit que le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Et en l'espèce, celui qui a le pouvoir, c'est l'employeur. Donc il faut encadrer son pouvoir pour ne pas qu'il en fasse un usage abusif. Très bien, donc on va revenir à la question. Parlons donc des dispositions prises par le droit ivoirien pour protéger les employés. D'accord, lorsqu'ils ont un accident de travail, c'est cela? Ou de manière générale? De manière générale, on va déjà partir par là. Ok, alors de manière générale, il faudrait, je fais l'effort de donner des articles pour dire que les textes sont accessibles. Il faudrait que si des employés écoutent, d'accord, il faudrait qu'ils prennent ces codes et puis essaient de les lire. Lorsque vous prenez l'article 41.1 du Code du travail, on définit même la notion de santé et de sécurité du travailleur. D'accord. Et la loi dit que dans l'entreprise, il faut maintenir le bien-être physique, mental, psychologique de l'employé, le plus haut degré possible. D'accord. Donc, c'est le maintien
d'accord, ou la recherche ou la promotion du bien-être physique et mental de l'employé, qu'on pourrait entendre par santé et sécurité du travail, selon les termes de l'article 41.1. Alors, pour protéger donc cette santé et cette sécurité du travailleur, il y a toute une panoplie de dispositions, on va essayer d'y aller. Il y a d'abord des obligations qui sont imposées à l'employeur. On nous dit que l'employeur doit respecter toutes les mesures de nature à protéger la sécurité et la santé des employés sur le lieu du travail. Il a même, je vous le cite par exemple, il a même l'obligation de leur fournir de l'eau potable sur le lieu de travail. Et oui, et il y a même un règlement qui prévoit le quorum d'eau ou la quantité d'eau, c'est-à-dire 6 litres d'eau par jour, par exemple, 6 litres d'eau potable au minimum. Oui, merci de nous informer, de nous édifier, parce que ce sont des choses que nous ignorions. En tout cas, je parle pour moi. Très bien. Moi aussi, avant d'embraser cette merveilleuse ma carrière, on va dire. Voilà, donc il y a des obligations qui sont imposées à l'employeur en ce qui concerne l'hygiène, en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, d'accord, et l'employé lui-même qui constate, n'est-ce pas, que au cours d'une prestation de travail, il y a une raison quelconque de soupçonner une crainte sur sa santé. La loi lui dit qu'il peut se retirer et aviser ce qu'on appelle le comité de santé et de travail dans l'entreprise, d'accord, sans que le fait qu'il se soit retiré, qu'il ait arrêté donc d'exécuter son travail, ne donne lieu à une retenue sur le salaire. Très bien. Oui. Et encore, vous avez la création de certains services, comme le comité de sécurité du travail au sein de l'entreprise, d'accord, le service médical au sein de l'entreprise, qui a l'obligation de faire des examens périodiques aux employés pour apprécier leur situation, leur santé, etc. Je suis sûre que c'est tout nouveau pour certains qui nous regardent, parce que dire que dans certaines entreprises ou dans la plupart des entreprises ici, ces règles ou ces dispositions sont respectées, eh bien, ce serait donc se leurrer, parce que j'ai envie de dire que les droits donc des employés à ce niveau sont outrepassés. Oui, malheureusement, et vous me fournissez le point idéal pour continuer. C'est pour ça justement que en dehors de l'entreprise, il existe des institutions, d'accord, administratives, dont le rôle est de veiller au respect des mesures d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Vous avez par exemple ce qu'on appelle dans l'article 91.1 du Code du travail, notamment et suivant, ce qu'on appelle l'inspection du travail. Et vous avez même une inspection de la sécurité et de la santé qui peut procéder à des visites inopinées au sein de l'entreprise, de toute heure, de jour comme de la nuit, à partir du moment où elle est soumise au Code du travail, sauf exception tenant à certains établissements militaires. Voilà, je vais passer outre. Et donc, ces inspecteurs peuvent faire des visites inopinées et puis vérifier la situation de l'entreprise, la situation sécuritaire de l'entreprise, la situation sanitaire de l'entreprise, et même citer un employeur devant les juridictions compétentes. On ne les voit pas beaucoup quand même sur le terrain. Sinon, je crois que ça aurait contribué à résoudre certaines situations, certains cas défectueux rencontrés par les employés. On aimerait peut-être les voir plus, mais on les voit quand même. On les voit quand même. Mais il faut en même temps relever que pour qu'ils soient efficaces et qu'ils mènent leur tâche comme nous le voudrons, il faudrait qu'ils soient dotés de moyens suffisants, de mobilité, etc., etc. Alors, si ces dispositions que vous avez citées ne sont pas prises donc par les entreprises, est-ce que les employeurs sont passibles de peine? Est-ce qu'ils peuvent passer sous le coup de la loi du droit du travail? Oui, alors on va ici dire que la loi pénale donc apporte une aide significative au droit du travail pour sanctionner les employeurs. Mais déjà, le manquement à ces obligations-là, comme je le disais tantôt, peut occasionner pour l'employeur une citation, c'est-à-dire que l'inspecteur du travail citera l'employeur à comparaître devant le tribunal du travail pour lui demander, n'est-ce pas, de respecter ces mesures. Il aura même à payer certainement s'il y a des dommages et intérêts, c'est-à-dire des sommes d'argent, des sommes de réparation des dommages qui seraient éventuellement causés, n'est-ce pas, aux employés. Très bien. Alors, nous allons regarder de plus près certains cas d'accidents et incidents, notamment d'artistes sur scène ou de footballeurs sur le terrain. Quel est le regard du droit du travail donc sur ces accidents et incidents? D'accord. Merci pour la question. Je vous en prie. Alors, le préalable, c'est d'identifier l'objet du droit du travail, c'est-à-dire le contrat du travail. Le droit du travail n'est pas le droit de l'activité professionnelle. Je veux dire, dès que vous soumettez votre activité professionnelle à un individu, vous n'êtes pas pour autant dans une relation de travail telle qu'envisagée par le Code du travail. Vous comprenez? Permettez-moi de le dire rapidement. Oui. L'article 14.1 du Code du travail définit le contrat de travail, n'est-ce pas, comme
un contrat, donc une convention par laquelle une personne qu'on appelle employé va mettre sa force de travail, n'est-ce pas, sous la dépendance, sous la direction, sous l'autorité d'une personne appelée employeur, donc moyennant une rémunération. Et donc l'élément distinctif, d'accord, du contrat de travail qui le singularise à la fois et qui le distingue des autres contrats, c'est ce lien de subordination-là. D'accord. Vous comprenez? Ce lien de subordination, c'est-à-dire que l'employé exécute des ordres, reçoit des ordres qu'il est censé exécuter. Hein? Il reçoit ces ordres de la part de l'employeur. Quand nous prenons l'exemple de ces artistes dont vous parlez tout à l'heure, d'accord, les caractéristiques du contrat de travail n'apparaissent pas ici. Parce qu'il n'y a pas de lien de subordination. Il n'y a pas de lien de subordination. Un exemple très simple. L'employeur a certaines obligations, dont l'obligation de déclarer l'employé à ce qu'on appelle la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'accord? Un organisateur de spectacle qui fait appel à un artiste pour une prestation n'a pas à le déclarer à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'est pas son employé. Donc, le droit du travail ne régit pas, n'est-ce pas, ce genre de relations. Pourtant, il y a signature de contrat quand il s'agit des cachets. Oui, donc, effectivement. est-ce que, au regard de ces signatures de contrat, il n'y aurait pas justement ce lien de subordination qui puisse donc être déterminé? Alors, est-ce qu'il y a contrat? Oui. Est-ce qu'il y a contrat de travail? Non. D'accord? Parce que là, on sort un peu du droit du travail pour revenir à l'article 1101 du Code civil qui définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres à faire, à donner ou à ne pas faire quelque chose. Donc, pour dire tout simplement que dans un contrat, vous promettez de faire quelque chose, de vous exécuter vis-à-vis de quelqu'un, moyennant certainement une prestation en contrepartie, d'accord? Mais ici, ce n'est pas un contrat de travail. On pourra parler de contrat de prestation de services ou peut-être ailleurs de contrat d'entreprise, mais pas de contrat de travail. Voilà. À cause de ce qu'il n'y a pas de lien de subordination. Très bien, d'accord. Nous allons parler d'autres choses à présent, des maladies professionnelles, telles que des maladies respiratoires dues donc aux substances dangereuses auxquelles sont exposés les employés dans leur exercice de fonction. Eh bien, en cas de maladie professionnelle, donc, qui est en charge des soins des employés? Alors, je voudrais répondre à la question en y associant en même temps les accidents de travail. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, le législateur a à l'idée que ce sont des accidents ou des maladies, on va dire des drames qui interviennent à l'occasion de la prestation de travail, immédiatement ou immédiatement. Et donc, il ne revient pas à l'employé de supporter les inconvénients de ces situations. D'accord. Il revient par exemple à l'employeur, je crois l'avoir dit tantôt, de déclarer ces différentes situations, parfois dans un délai de 48 heures, nous dit par exemple l'article 71 du Code de prévoyance sociale, et d'assurer les premiers soins. Cette déclaration se fait pendant que l'employé est pris en charge médicalement. Hein. Oui, naturellement. D'accord. Ça ne Sinon, sera pas un ce serait préalable. un petit peu Oui, d'accord. Merci. D'accord, une excellente juriste parce que vous êtes assez pragmatique. Merci, je vous en prie. Ok. Donc, je dirais que l'employeur doit déclarer l'employé et assurer les premiers soins, le déplacer dans un centre de santé public ou privé, on dira le plus proche, comme le dit le code en question, d'accord? Et le reste des soins sera supporté par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et quand je parle des soins, je parle vraiment des soins. C'est-à-dire, s'il y a des prothèses, s'il y a des frais d'hospitalisation, voilà tout ce qu'on peut imaginer comme soins liés à la prestation du travail. Et pendant ce temps, en matière d'accident de travail par exemple, pendant ce temps, l'employé a droit à une rémunération, même si son contrat est suspendu, mais il a droit à une rémunération qui est égale au moins à son salaire. D'accord, je vous écoute et puis j'ai envie de dire que c'est dans un monde merveilleux où tout est beau que les choses se passent aussi magnifiquement. Sinon sur le terrain, c'est pas ce que nous constatons. Hein. Et quand les employeurs ne prennent pas donc la responsabilité de prendre en charge ces malades professionnels, si je puis le dire ainsi, est-ce que ces employeurs justement sont passibles de peine? Est-ce qu'ils passent sous le coup donc du droit du travail? Oui, d'accord. Fort heureusement, généralement, l'employeur assure les premiers soins. Il assure les premiers soins. Mais le reste des soins, donc les soins d'hospitalisation, sont supportés par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et dans la mesure où c'est une obligation qui pèse, que ce soit sur l'employeur ou sur l'employé, d'accord, il y a toujours la possibilité pour l'employé de poursuivre ceux-ci en exécution de leur obligation.
Et c'est peut-être le lieu pour moi de dire aux employés, moi j'ai l'habitude de le dire chaque fois que j'en ai l'occasion, le droit du travail existe. C'est ce qu'on appelle le droit, des droits subjectifs qui sont reconnus aux employés. Je parle des prérogatives, mais pas du droit en tant que droit objectif. Bon. Il revient aux employés de donner vie à ce droit-là, en approchant les instances qui sont créées pour eux. Malheureusement, on n'est pas forcément éduqué à cela, en fait. Oui, effectivement. On ne côtoie pas, on ne pratique pas, j'aime le dire, le droit en lui-même déjà, et puis principalement, particulièrement le droit du travail. Et c'est bien dommage. Oui, justement, parlons donc d'autres mots rencontrés dans le milieu professionnel. On pourrait parler donc de ces entreprises qui démarrent plus ou moins bien, tout se passe bien, sur 6 mois, sur 1 an. Et après donc quelques temps d'exercice, eh bien, l'employeur décide donc de fermer boutique. Et les employés se retrouvent donc sur la sellette, ils sont donc même dans les rues, permettez-moi l'expression, et ils ne savent pas forcément que faire. Est-ce qu'ils doivent justement exercer le droit du travail en leur faveur? Comment doivent-ils réagir face à ce genre de situation? Alors, ok, merci. Alors, la préoccupation ne sera pas naturellement de rouvrir l'entreprise. La préoccupation sera peut-être d'obtenir certainement les arriérés de salaire ou le paiement de leurs indemnités et tout, si l'entreprise a fermé. D'accord? Et justement, c'est ce que je dis. Il y a des personnes ressources qui peuvent les aider. Il faut simplement les approcher aujourd'hui avec Internet, avec des cabinets d'avocats. Il y a vraiment des personnes ressources qui peuvent les aider. Mais je ne peux pas décrire toutes les mesures ici, mais je vais un peu en parler. Les employés dispose de ce qu'on appelle le privilège de salaire. C'est-à-dire les créances de salaire sont super privilégiées. C'est-à-dire qu'un employeur qui a plusieurs dettes, la loi lui dit, avant de désintéresser vos autres les créanciers, on va dire les créanciers autres que les salariés, vous devez d'abord payer les salariés. Vous voyez. Et pour leurs 12 derniers mois de salaire, les employés ont un privilège sur la vente des meubles. C'est-à-dire que l'employeur en déconfiture, ou comme on le dit en cessation de paiement, il vend le matériel de l'entreprise, etc. Ce matériel doit d'abord servir, d'accord, à désintéresser les employés, les salariés. Donc ce sont des mécanismes qui existent, mais il faudrait demander aux employés de ne pas rester, j'allais dire, amorphes, léthargiques, passifs. Et il faut approcher, vraiment j'insiste, il faut approcher les institutions qui sont mises en place pour eux et pour faire valoir leurs droits. Parfois, ces institutions restent malheureusement fermées à leurs réclamations. Dans ce cas, comment faire? Ce n'est pas vraiment des exemples qui manquent. Et c'est parce que nous ne voulons pas les citer. Sinon, il y a eu des événements récents qui ont montré que des employés se sont retrouvés donc à la rue sans explication, sans possibilité d'indemnisation. Vraiment, j'ai envie de dire, ils sont restés, j'ai envie de dire, devant la situation qui s'opposait à eux. Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ces employés puissent entrer, j'ai envie de dire, dans leurs droits, si c'est ainsi qu'il faut le dire? D'accord. Alors, il faut vraiment prendre les hypothèses avec beaucoup de pincettes, parce que nous disons en droit qu'il n'y a pas de remède à l'insolvabilité. D'accord. Prenons une hypothèse où l'employeur n'a vraiment plus les moyens de faire face à lui-même ses créanciers. Il est vraiment en cessation de paiement, il n'a plus de moyens, etc. Dans ce cas, il est insolvable, c'est-à-dire que dans le patrimoine de l'entreprise, il n'a plus le moyen de payer les employés. Mais dans ce cas, c'est un drame qui frappe, c'est vrai, la collectivité des employés, mais qui frappe aussi l'employeur. Vous comprenez? Et donc là, c'est un désastre. Malheureusement, ça nous montre que nous sommes quelque part des êtres humains, malgré tout ce que nous pouvons construire comme théorie en droit, nous ne pourrons pas les aider. Mais parfois, voilà. Oui, effectivement, parfois ces employeurs même disparaissent de la circulation, on ne peut même pas mettre la main sur eux. Déjà ça, avant même de penser à une quelconque plainte en justice, etc. Donc finalement, les employés se retrouvent sans armes, désarmés donc face à la situation. Et la loi, finalement, quand je vous écoute, la loi aussi est plutôt désarmée. En fait, c'est une question d'appréciation. Aujourd'hui, je suis la voix des sans-voix. Je vous écoute. D'accord. Ah, vous sans-voix, j'ai l'impression qu'il vous souffle des choses dans les oreilles. Merci. D'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que les employés ont il y a des mécanismes de protection. Il y a vraiment des mécanismes de protection. Et c'est aux employés de saisir. Je prends un exemple simple. Tout dernièrement, j'ai été contacté par des entreprises, des employés d'une boîte qui estimaient que il y avait des retenues sur les salaires depuis près de 6 mois et ils ne se plaignaient pas. Vous comprenez, une société de la place. Comment vous comprenez pourquoi j'étais réellement. Mais je leur ai dit tout simplement, allez au tribunal du travail.
expliquer, exposer votre cause. Alors, pour tout vous dire, ils sont allés un mardi, le même jour, ils ont été reçus. J'ai été reçu. Je veux dire, alléluia pour eux. Hein. Ah, mais oui, mais je veux dire, il ne faut pas rester derrière les idées préconçues, les idées reçues. Non, parce que le droit du travail est guidé par ce souci-là, la protection des employés. Et donc, il existe véritablement des mécanismes de protection, autant que cela est possible pour leur permettre d'entrer dans leurs droits. Très bien. Voilà. Si vous le dites, dans tous les cas, vous allez donc sur la base des dispositions à prendre. Vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire, parler à la place de ceux qui sont vraiment concernés, n'est-ce pas? Alors, avant de boucler carrément l'émission, il serait intéressant de revenir quand même sur les actions menées par l'OMS et l'OIT. Pour ma part, ce sont des actions un petit peu abstraites. Je ne sais pas si je fais bien de les qualifier ainsi, vous allez me le dire. Eh bien, est-ce que vous pensez donc que l'OMS et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sont donc vraiment actives et concrètes sur le terrain pour assurer aux employés la sécurité et la santé? Oh, merci pour votre question. Il faudrait déjà remercier ou du moins saluer le travail de ces organisations, de ces organisations internationales. L'OIT, par exemple, qui depuis 1919 œuvre à la satisfaction des droits des employés. Mais comme vous le dites, il n'y a pas véritablement d'aspect contraignant parfois. Parce que ce sont des recommandations, ce sont des directives, ce sont, j'allais dire, même si le thème n'est pas consacré, on doit des exhortations à bien faire, adressées aux employeurs. D'accord. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est une reprise, d'accord, par les procédés de ratification, d'accord, des autorités décisionnaires, comme on le dit, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, du Parlement, ratifier ces différents engagements, d'accord, pour qu'ils soient beaucoup plus contraignants, ok. Et il revient aussi aux employeurs de comprendre que le bien-être d'une entreprise dépend du bien-être des salariés. Un salarié qui se porte bien physiquement, moralement, mentalement, c'est un salarié qui a un rendement beaucoup plus efficace, beaucoup plus probant, n'est-ce pas, que celui d'un employé qui est timoré, qui est marginalisé, qui s'estime en tout cas frustré, comme on aime bien le dire ici. Vous comprenez? Donc, ces employeurs doivent former et informer ces employés sur leurs droits. Et ces employés également doivent chercher à savoir la teneur des droits qui leur reviennent et puis chercher à le faire valoir. Il y a un cadre d'expression dans l'entreprise, il y a des comités d'entreprise, il y a des délégués du personnel au sein de l'entreprise. Au niveau de la branche, il y a des délégués syndicaux. Et donc, il y a quand même des interfaces, des plateformes d'échange sur lesquelles ces employés pourront faire entendre leur voix et puis obtenir paiement de leurs droits et obtenir satisfaction de leurs droits. Et pour moi, c'est là la clé de voûte, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Très bien, je pense que nous sommes longuement étendus sur la question de la santé et la sécurité au travail. Avant de nous quitter définitivement, il sera intéressant que vous nous laissiez votre mot de fin. D'accord. Je voudrais d'abord vous remercier, vous et à travers vous, toute votre équipe, pour nous avoir conviés à partager ces merveilleux instants avec vous. Je vous transmets leurs remerciements aussi. Ok, merci. Je voudrais ensuite certainement m'adresser aux employeurs, à la collectivité donc des employeurs et des employés, et leur dire simplement que le droit du travail est fait pour eux. Et donc, il leur revient d'approcher des spécialistes, d'approcher des personnes ressources, des personnes qualifiées, ça va, pour s'informer, pour se former, d'accord, du droit du travail, des réalités du droit du travail, d'accord, pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer la sécurité, la santé de l'entreprise, du travailleur et même de l'employeur, comme vous le disiez tantôt, parce que il est aussi en danger parfois. Voilà, on a déjà eu des prises d'otages d'employés mécontents et tout, donc voilà. Vous comprenez, voilà. Et enfin, je voudrais vous dire tout simplement à la prochaine. À la prochaine, très certainement. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai encore sur ce plateau pour parler d'autres choses. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes monsieur Isaac Tagro, doctorant en droit privé et par ailleurs spécialiste du droit du travail. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire la promotion de vos établissements, de vos prestations, de services, de vos produits à cette émission même. Alors n'hésitez pas à nous joindre aux différents contacts laissés au bas de vos petits écrans. Merci encore à vous et bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Au revoir.